Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21 h avec Thierry Genovese sur RCN. Bonjour à tous, bienvenue sur RCN encore une fois. Aujourd'hui on reçoit le directeur de l'ESRA, École supérieure de réalisation audiovisuelle de Nice, monsieur Thierry Collard, qui va nous expliquer le but évidemment de sa grande école audiovisuelle, créée en 1972 par monsieur Azoulay, Max Azoulay. Le groupe ESRA a vocation pour la formation des métiers de l'audiovisuel et du cinéma, du son et du film d'animation. Le groupe est dirigé donc par son fils maintenant, depuis juillet, on est d'accord, et implanté bien sûr à Paris. Le groupe ESRA a créé aussi Nice-Côte d'Azur, la Bretagne, à Rennes, en 1995, et l'ESRA Bruxelles, en Belgique, en 2015. Aujourd'hui, grâce à son dirigeant PACA, j'ai nommé encore une fois monsieur Thierry Collard, nous allons enfin entrer dans le monde audiovisuel pédagogique. Et il va nous expliquer le fonctionnement exact pour travailler dans ce monde de rêve qui est quand même accessible en travaillant et non en le rêvant. Vous allez entendre la musique de Vertigo. Bonjour monsieur Collard, très heureux de vous recevoir à RCN, puisque vous êtes le fer de lance du cinéma de la Côte d'Azur. C'est beaucoup d'honneur là, que vous nous faites. Fer de lance certainement pas, mais un des acteurs peut-être, oui, ou des artisans, je sais pas comment vous même ça. Même grand du réalisateur. cinéma et de l'audiovisuel sur la Côte d'Azur. Voilà. Et à Nice en particulier. Alors expliquez-nous quand même votre parcours, déjà écolier. D'où vous venez, pourquoi là, etc. Ça, vous ne me l'aviez pas dit que j'allais raconter ma vie. Très rapidement, l'école qui a été créée en 88, je ne l'ai pas créée. Vous avez eu la raison de le rappeler déjà, puisqu'elle existait à Paris depuis 1972, créée par Max Azoulay, qui a souhaité en créer une autre sur la Côte d'Azur en particulier. Puis Nice s'est rapidement imposée. Nice, on aura l'occasion d'en reparler, qui est vraiment une ville de cinéma, qui a toujours conjugué son histoire avec celle du 7e art.
L'école fête cette année ses 30 ans et j'en ai pris la direction à Nice quelques années après sa création, en 93, si ma mémoire est bonne. Et j'arrivais de Paris, ayant déjà travaillé dans le domaine culturel, plus précisément celui du mécénat, notamment à la Caisse des dépôts et consignations, travaillé dans le domaine de la formation puisque je m'occupais d'une école, et puis depuis toujours, ou presque, passionné de cinéma. Voilà, donc mon profil correspondait peut-être à celui que recherchait M. Azoulay à l'époque. Voilà, et ça fait 25 ans cette année. D'accord. Donc je dirige cette école. Et votre formation écolière, bac Ma formation, celle d'un étudiant prolongé, on va dire. D'accord. Qui passait beaucoup de temps au cinéma, mais qui étudiait également un petit peu à Sciences Po à Paris, et puis au Panthéon, à l'université de Panthéon-Sorbonne, où j'ai fait des études d'histoire assez prolongées. Voilà, c'est ce que à part le cinéma, ce que j'affectionnais beaucoup, les sciences politiques et l'histoire. J'allais vous le dire, on peut le dire, de 1959, à cette époque, vous alliez voir quel genre de film? J'allais voir beaucoup de films, et Paris, pour ça, offrait énormément de possibilités, notamment dans les salles art et essai. Ceux qui ont vécu à Paris connaissent certainement tous les cinémas action qui existent toujours aujourd'hui et qui reprenaient régulièrement des films du patrimoine, des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Il y a des années comme ça qui m'ont marqué. Je sais qu'en 1976, j'étais à ce moment-là interne à Paris, et j'ai jamais été autant au cinéma, quitte à m'échapper un peu. Et c'était l'année de Volutsuniani de Coucou, c'était l'année de Barry Lyndon, c'était l'année de Monsieur Klein. Je me suis amusé, je pourrais les réciter là, mais j'ai vu cette année-là que des chefs-d'œuvre qu'on continue aujourd'hui à voir, et en tout cas qu'on recommande chaudement à nos étudiants. Voilà. C'est vrai que je joue aujourd'hui moins au cinéma, curieusement, qu'à ce moment-là. Ça peut s'expliquer aisément. Parce que vous le rêviez plus, et maintenant vous le faites? Enfin, je le fais. En tout cas, on essaie de mettre les étudiants dans les meilleures conditions pour qu'à leur tour, ils puissent réaliser des films ou participer à la réalisation de films, puisqu'on ne forme pas que des réalisateurs, loin de là. On forme au métier de l'image et du son, et notamment dans la section extra, ceux du cinéma et de l'audiovisuel. On forme à tous les métiers qui contribuent à ce qu'un film existe à l'arrivée, et pas seulement un film cinéma, mais aussi des films dits audiovisuels, c'est-à-dire tout ce qui ne passe pas par la case départ de la salle de cinéma, la télévision, les films pour Internet, les films qu'on peut découvrir en ligne, tout le marché du film institutionnel, qui est un marché très important. Et tous ces films-là, il faut une équipe pour les réaliser, avec un réalisateur, certes, mais avec beaucoup d'autres personnes qui vont travailler avec le réalisateur pour faire aboutir un film. Bien sûr. Mais vous, alors, comment vous arrivez, comment vous lancez complètement dans l'audiovisuel? Vous êtes sûr que ça va intéresser les auditeurs? Oui. Parce que c'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'avais en fait, quand je travaillais à Paris, deux casquettes. Je travaillais à la fois dans le domaine du mécénat, à la Caisse des dépôts, puis j'ai eu une mission pendant 2 ans, une mission qui préparait les manifestations de célébration du bicentenaire de la Révolution. Et dans ce cadre-là, on m'avait demandé de m'occuper notamment des films qui parlaient de la Révolution et qui devaient être labellisés par cette mission interministérielle. Et puis, j'ai continué à m'occuper d'audiovisuel à la Caisse des dépôts, puisque on m'avait demandé de constituer avec d'autres un service audiovisuel regroupant toutes les activités audiovisuelles de cette grande maison. Et puis parallèlement, la formation, on avait créé avec quelques amis
une école qui préparait un certain nombre de concours. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, mon intérêt pour la formation d'une part, mais aussi pour le milieu culturel ensuite, et enfin pour le cinéma, faisait de moi un candidat potentiel. D'accord. Alors je vais prendre une autre école, je vais en parler parce que je la connais. Il y a l'ESRA, il y a l'IDEC. Quelle différence? Alors là, vous retardez un peu. Non, mais... Non, c'est pas pour dire du mal de l'IDEC. Non, L'IDEC n'existe plus. D'accord. L'IDEC, depuis 87, je crois, D'accord. est devenu une fondation. Il s'appelle aujourd'hui la FEMIS. C'est ça. Formation, ça s'est transformé, mais c'est métier d'image et du son. C'est ça. C'est la même école. Mm-hmm. Installée aujourd'hui à Paris, rue Francoeur. Quelle différence moi, j'aime pas jouer au petit jeu des comparaisons. Non. Bien sûr. C'est une école prestigieuse qui forme essentiellement des réalisateurs, même s'ils ont plusieurs sections. Mm-hmm. Que dire de plus, si ce n'est que ce que je voulais vous la formation là-bas est plus longue que la nôtre. La nôtre Mm-hmm. dure 3 ans. 3 ans, on peut intégrer l'école tout de suite après le bac. Le bac est une condition bien évidemment obligatoire. Mm-hmm. Ce qui ne veut pas dire que tout je l'intègre tout de suite après le bac, mais c'est possible. Elle dure 3 ans. Je crois que celle de la FEMIS est plus longue et on doit l'intégrer plus tard. Donc les étudiants sont plus âgés. Ont souvent un parcours universitaire, voire professionnel, que n'ont pas forcément nos élèves. Alors, nos élèves passent 3 ans à l'école, sortent si tout va bien avec des diplômes visés ou des titres certifiés par l'État, peuvent éventuellement d'ailleurs poursuivre leurs études après, puisque les diplômes sont reconnus, mais beaucoup mettent le pied, pour pas dire la plupart, pour pas dire la grande majorité, mettent le pied à l'étrier à l'issue de leur scolarité. Et pour travailler, excusez-moi, non, je vous en prie, vraiment à tous les postes et dans tous les domaines. La FEMIS étant vraiment essentiellement, pour pas dire exclusivement, une école de cinéma. Alors certes, l'enseignement du cinéma à l'ESRA est déterminante. Elle traverse, j'ai envie de dire, presque tous les enseignements. On a toujours considéré que son enseignement, l'enseignement du 7e art, avait une valeur sur un plan pédagogique très importante. Mais ça ne veut pas dire que tous nos anciens travaillent dans ce domaine-là. Vous les retrouvez dans les chaînes de télévision, vous les retrouvez au sein des sociétés de production qui font pas seulement du cinéma, mais aussi de la télévision. Vous les retrouvez dans les prestataires, chez les prestataires. Vous les retrouvez partout. Et puis il faut souligner aussi dès maintenant que nous ne sommes pas qu'une école de cinéma, puisqu'on a ouvert 2 autres sections il y a déjà près de 20 ans. Une section dédiée toujours à l'image, mais à l'image dans le domaine de l'image de synthèse, film d'animation, mais aussi habillage télé, film institutionnel, effets spéciaux, j'allais dire jeux vidéo, là c'est un petit peu nous ne sommes pas une école de jeux vidéo, enfin on a des anciens qui ont fini par s'orienter dans ce domaine. Et puis une troisième section baptisée ISTS, Institut supérieur des techniques du son, qui, comme son nom l'indique, forme au métier du son, pas seulement dans le domaine de l'image d'ailleurs, mais aussi au métier du son lié à la musique et au métier du son lié au spectacle et à l'événementiel, ce qu'on appelle la sonorisation d'événements divers et variés. D'accord. Donc si quelqu'un veut aller apprendre son métier, il n'y en a pas 50 sur la France, soit l'ESRA, soit la FEMIS. Il y en a peut-être d'autres. Non mais, on peut le dire, c'est le moment. Oui, on a coutume de dire que l'ESRA est la principale école privée de formation à ces métiers. D'abord parce qu'elle aura bientôt 50 ans d'existence à Paris. Elle a formé plusieurs milliers d'anciens élèves qui, comme je le disais, travaillent dans tous les domaines de l'image et du son, et plus particulièrement du cinéma et de l'audiovisuel. L'école, tous sites confondus, vous les avez énumérés tout à l'heure, c'est plus de 100 courts-métrages par an. Donc faites le calcul.
si je peux multiplier par le nombre d'années. Bref, c'est une école qui aujourd'hui est reconnue, d'abord par les autorités compétentes sur un plan universitaire, mais aussi sur un plan professionnel. Et j'ai coutume de dire que meilleur des gages de la qualité notre enseignement, c'est encore, ce sont les étudiants, les anciens élèves, dont la très grande majorité continue de travailler dans tous ces secteurs. Alors, quelles sont les formations vraiment précises auxquelles les élèves peuvent prétendre ? Il y en a 3, donc l'ESRA, qui a laissé son nom à l'école, créée donc en 1972 à Paris, ici il y a 30 ans, ici à Nice, qui forme, je l'ai dit, au métier du cinéma et de l'audiovisuel et qui débouche sur un diplôme donc visé par l'État, un diplôme d'études supérieures en réalisation audiovisuelle. Cette formation au son, c'est une formation qui, elle, débouche ici à Nice sur une certification professionnelle, un titre, toujours à Bac+3, de chef opérateur du son. Et une 3e formation, elle, c'est également un diplôme visé par le ministère de l'enseignement supérieur, le DESFA, diplôme d'études supérieures en film d'animation. Voilà. Très bien. Vous allez entendre la BO de La Nuit américaine de Georges Delerue, composée en 1973. Vous vouliez dire un petit mot ? Oui, non, je réagissais à ces musiques que j'entends toujours avec le même bonheur. Je ne sais pas si je peux le dire, vous m'aviez proposé très aimablement de choisir certains thèmes musicaux empruntés à de grands films. Pourquoi celle-là ? J'avoue, pourquoi celle-ci et pas d'autres ? Le choix était difficile en tout cas. C'est autant de références, voire de clins d'œil à l'actualité de l'école, à une actualité même presque immédiate. Tout à l'heure, Ennio Morricone, avec la musique du Monde, la Brute et le Truand, c'était un clin d'œil à cette projection qu'on a organisée lors de l'accueil des étudiants de première année à la Cinémathèque. Alors c'était pas le bon La Brute et le Truand, il était une fois la Révolution, mais c'était toujours Sergio Leone et Ennio Morricone. Donc depuis cette année, la Cinémathèque nous fait l'honneur de nous accueillir et d'accueillir des cours de l'école. Et on avait choisi ce film-là comme étant le thème du cours qui a suivi. Tout à l'heure, Vertigo, Hitchcock, c'est un réalisateur parmi d'autres, bien sûr, mais qu'on considère essentiel à l'école et on incite fortement nos étudiants à voir, à revoir, à analyser ces films. Et Vertigo
fait partie des très grands films d'Hitchcock. On pourra d'ailleurs le revoir prochainement à Monaco, grâce à l'Institut du visuel de Monaco, qui le présentera le mardi 6 novembre au Théâtre Les Variétés, et qui nous fait, comme à chaque fois d'ailleurs, qui invite les étudiants à venir assister à cette projection. On pourra découvrir le film en version restaurée, donc ça promet. Puis le dernier, Georges Delerue, musique de la nuit, musique d'ouverture du film La Nuit américaine, réalisé par François Truffaut, mais réalisé pas n'importe où, réalisé au studio de la Victorine, à Nice, bien sûr. Qui vont se rappeler les studios de la Victorine. Oui, je crois qu'ils ont même d'ailleurs repris le nom, ça y est. Et il se trouve que l'école, quand s'est installée à Nice, était installée en partie justement au studio, dans ces studios qui fêteront l'année prochaine, qui célébreront l'année prochaine leurs 100 ans. Je pense que vous aurez certainement l'occasion d'inviter quelqu'un de la ville qui va parler de tous les événements prévus dans ce cadre-là. 100 ans d'existence, pour la Victorine, on ne le sait pas forcément, il y a des hauts débats, évidemment, mais elle n'a jamais cessé de fonctionner. Voilà. Et elle a accueilli le tournage de très nombreux chefs-d'œuvre, et La Nuit américaine en est un, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Beaucoup de films de Jean Cocteau aussi. Oui, Marcel Carné, qui a tourné Les Enfants du Paradis, en grande partie au studio, pas qu'à Nice d'ailleurs, il n'a pas tourné ce film qu'à Nice, mais en grande partie au studio de la Victorine pendant la période de l'occupation. Revenons à votre école. En tant que directeur de l'école, à quel niveau intervenez-vous et donnez-vous aussi les cours? Alors à quel niveau j'interviens? J'essaie de remplir les différentes fonctions qui sont celles d'un directeur, sur un plan administratif, sur un plan pédagogique, c'est essentiel. L'école, à Nice, c'est plus de 300 étudiants cette année, un peu plus de 300 étudiants. C'est une 50aine d'intervenants, pour beaucoup des professionnels. Et même si les programmes sont élaborés conjointement, dans le cadre du groupe, et il n'y a pas de différence dans les programmes qu'on propose, ni dans les objectifs d'ailleurs sur un plan pédagogique, que ce soit à Paris, à Rennes, à Nice et à Bruxelles. Néanmoins, il y a toujours des adaptations, ou tout simplement des choses qui peuvent dépendre de l'environnement professionnel. Bon, donc un rôle administratif, un rôle pédagogique, mais puisque je parlais de l'environnement, c'est à mes yeux très important d'entretenir des liens avec le milieu éducatif, professionnel. Chaque école, celle que j'ai citée, a son environnement propre, et le moins qu'on puisse dire, c'est celui dont on bénéficie ici à Nice. Il est, j'exagère pas en disant qu'il est exceptionnel. Sur un plan professionnel d'abord, on parlait des studios de la Victorine qui ont contribué à faire de ce territoire, la Côte d'Azur, vraiment une terre de cinéma. On a toujours beaucoup tourné et on continue à tourner tout le temps. Le doit-on au maire d'ailleurs, une partie quand même? Il doit y être pour quelque chose, oui, évidemment. Mais il y a beaucoup de choses qui font que la Côte d'Azur attire de nombreux tournages, ne serait-ce que les conditions naturelles. Alors on nous promet la pluie, enfin le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été plutôt gâtés ces dernières semaines. Je pense aussi. Donc, je sais que ça attire beaucoup de producteurs français et étrangers. Des raisons fiscales aussi, le crédit d'impôt qui a été élargi, dont peuvent bénéficier aujourd'hui des productions dites moyennes, voire de petites productions, alors qu'il était plutôt réservé aux grosses productions il n'y a encore pas si longtemps, et qui permet aux productions de déduire une part significative de leur chiffre d'affaires leurs impôts lorsqu'un certain pourcentage de leurs dépenses techniques sont effectuées sur place. Ça a permis de relocaliser beaucoup de tournages. Voilà. Et la Côte d'Azur en a profité, il faut le dire. Et c'est pas surprenant. Voilà. Donc depuis quelques années, je commence, là je le dis vraiment en toute
toute objectivité, hein, ça fait 25 ans que je suis là, je trouve qu'on n'a jamais autant tourné. Commission du film de Nice, Alpes-Maritimes Côte d'Azur, qui recense, qui fait un travail formidable et qui recense, qui comptabilise, entre autres choses, hein, il ne faut pas que ça, qui comptabilise le nombre de journées de tournage, que ce soit dans le domaine du cinéma, de la télévision, du film publicitaire, du clip, et j'en oublie, bat des records depuis quelques années. Chaque année, la Côte d'Azur bat des records, puisque je n'ai pas les chiffres en tête et je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on n'a jamais accueilli autant de tournages divers et variés qu'aujourd'hui. Ce qui fait évidemment travailler l'ESRA, les directeurs de casting et les figurants. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est l'environnement professionnel. Puis il faut dire un mot de l'environnement éducatif, parce qu'on est à l'ESRA, on est une des 14 écoles qui composent une communauté, dite communauté qui regroupe un certain nombre d'établissements publics et privés. Une commu, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon. Il y en a 25 ou 26 en France aujourd'hui. Communauté d'universités et d'établissements, oui, tout simplement. Ici, elle était baptisée Université Côte d'Azur, et elle nous permet de travailler encore un peu plus que ce qu'on faisait auparavant avec un certain nombre d'écoles. Alors bien évidemment avec l'université, qui est un peu le fer de lance de cette structure, mais aussi plus particulièrement avec les écoles d'art qui composent cette commune. Il y a 7 écoles d'art sur 14 établissements, c'est pas mal, ça fait la moitié. La Villa Arson, le conservatoire régional de Nice, bref, le conservatoire de musique et d'art dramatique de Nice. Tous les métiers d'art qui peuvent l'école de danse interférer. Rosella Hightower à Cannes, le CIRM, le Centre de recherche musicale, l'école de design, Sustainable Design School, et tout récemment, puisqu'ils viennent de nous rejoindre, l'école régionale d'acteurs de Cannes, l'ERAC, avec laquelle on travaille désormais. Vous allez entendre la BO de La Bon, le Brut et le Truand, composée par Ennio Morricone en 1968. Vous vouliez nous dire un petit mot sur cette bande originale ? Non, juste pour rectifier, je parlais d'Ennio Morricone tout à l'heure. Effectivement, on a reconnu la musique, sa musique, mais pas. Tout à l'heure, c'était pas Le Bon, la Brute et le Truand, c'était le cas d'Henri Verneuil. Là, on vient de le réécouter, mais cette fois-ci dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il a fait tellement de musique magnifique qu'on pourrait y passer la journée. Oui, en plus, il n'est pas jeune et il continue. Oui. Avec Hans Zimmer et bien d'autres. Puis on a Monsieur Desplat. Oui, Alexandre Desplat, qui truste les Oscars à Hollywood chaque année. Cocorico. Mais il y a vraiment, enfin, on va pas les énumérer, mais on peut parler tout à l'heure on va parler tout à l'heure d'un. Allez, je vais pas le dire tout de suite, mais un très 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 grand compositeur qui se fait connaître sur des films bien français, mais aussi sur des films étrangers. Et qui a atteint aussi un certain âge, mais qui
qu'on a la chance de pouvoir encore entendre et recevoir. Je crois qu'il est venu à Nice il n'y a pas longtemps. Voilà, je pense que les auditeurs l'auront déjà peut-être reconnu. Mais il habite à Monaco aussi. Ça, je l'ignorais. Voilà. Alors, est-ce que les élèves ils font des stages aussi, bien sûr, à l'intérieur de l'école? Alors, par exemple, des masterclass aussi, sûrement? Oui, alors c'est pas la même chose. Oui. Dans une école comme la nôtre, oui, normal que les étudiants aient une expérience déjà, un début d'expérience professionnelle. Donc oui, ils font des stages, pas pendant leur année scolaire, mais pendant des périodes qui sont clairement identifiées et suffisamment longues pour qu'ils puissent effectuer des stages de longue durée. Dès la fin de la première année, même si en fin de première année c'est un caractère facultatif, fin de deuxième année, dès le début du mois de juin jusqu'à mi-septembre, ça représente déjà une période de 3 mois et demi. Et puis alors en troisième année, qui est une année à la fois, c'est la dernière déjà, l'année qui va leur permettre d'obtenir leur diplôme. Mais c'était aussi une année de spécialisation, puisqu'en troisième année, quelle que soit la section au sein de laquelle ils sont inscrits, ils peuvent se spécialiser, choisir une option. Prenons l'exemple de l'ESRA, il y a une option réalisation cinéma et une autre réalisation télévision, image, une troisième option, montage et production. Donc c'est une année de spécialisation, c'est aussi une année de transition, quelque part. Parce que même si c'était encore l'école et leur dernière année, elle prépare à la suite. Je disais tout à l'heure que la grande majorité des étudiants mettaient très rapidement le pied à l'étrier, avaient la possibilité de le faire, et notamment ici à Nice où ils ont beaucoup d'opportunités. Et même si en troisième année, ils sont encore très très occupés à l'école, ils ont la possibilité également de faire pendant l'année des stages très courts. Voilà. C'est presque l'équivalent de pige, quoi. Que ça soit dans la section ESRA, ISTS, c'est plus difficile en film d'animation parce que alors là, les stages ne peuvent être que de longue durée. Mais voilà, cette troisième année les prépare, et les stages les préparent à la vie professionnelle. Les stages, oui, c'est important. Après, faut veiller à ce que les stages soient des stages encadrés. On est très sollicité, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, mais on est aussi très sollicité par des entreprises, des associations, des institutions, des collectivités publiques, qui, le plus innocemment du monde d'ailleurs, je leur reproche pas, mais nous sollicitent pour faire des films. Et c'est pas la vocation de l'école que de faire des films à la place des professionnels. On n'est pas là pour leur marcher sur leur plate-bande. Et surtout, le stage, il y a un mot-clé derrière le mot stage, celui d'encadrement. Le stagiaire doit être encadré par des professionnels du secteur concerné. En l'occurrence, nous, c'est l'image ou c'est le son. Et ça, on y veille vraiment particulièrement. Voilà. Faire en sorte qu'ils puissent apprendre pendant ces périodes de stage. Donc ils font beaucoup de stages, oui, sur des tournages, au sein de sociétés de production, chez les prestataires. Enfin. Mais il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle un tuteur, ou en tout cas des personnes qui soient là pour leur permettre de perfectionner encore leurs compétences, d'élargir leurs compétences. Et pour les masterclass avec un réalisateur connu ou un acteur connu, c'est toujours gratifiant pour l'élève? Oui, alors masterclass, c'est important. Alors masterclass, en fait, ça désigne des cours, c'est intégré à une pédagogie, mais c'est des cours assez exceptionnels, c'est-à-dire pas comme les cours qui sont organisés tout au long de l'année. Et là, on peut faire venir un intervenant extérieur, mais qui, je le répète, n'est pas là uniquement pour faire une intervention ou une conférence, mais qui son intervention va toujours vraiment être intégrée au programme de l'école. Bien sûr. Et oui, on en fait un certain nombre. Alors, c'est pas forcément des invités, j'allais
dire prestigieux. On n'invite pas tous les jours, par exemple, allez, citons Abel Ferrara, qui est venu il y a 2 ans, qui était à Nice il y a 2 ans, on l'a invité pour l'occasion. Ça peut être souvent des anciens élèves, mais qui font déjà beaucoup de choses. Thibaut Goriot, l'an dernier, qui est un ancien de l'ESRA Animation, la section animation, qui travaille aux États-Unis, les studios Lucas, George Lucas, a fait une masterclass absolument passionnante. Il n'est pas forcément connu du grand public, mais tout ce qu'il a pu expliquer, présenter aux étudiants, les a absolument passionnés. Ça ne m'étonne pas. Voilà, donc oui, on va inviter des réalisateurs connus, que ce soit ici à Nice, mais à Paris, bien évidemment, encore davantage, comme dans les autres écoles, mais on invite aussi des personnes moins connues, mais qui ont des choses à dire. Exactement. Alors, est-ce que vous avez déjà, vous, un poste fond vert ou effets spéciaux dans l'école, là, à Nice? Oui, alors, bien sûr, mais on parlait tout à l'heure de la Victorine. On n'a jamais cessé de travailler, en fait, au studio de la Victorine, notamment pour certains tournages, et notamment pour des tournages de films publicitaires qui utilisent fréquemment le fond vert, qui ont besoin de faire des incrustations d'images. Parce que c'est vrai qu'à l'école, la salle dont on dispose n'est pas suffisamment grande pour pouvoir accueillir des tournages de ce type. Elle est bien pour des TP, pour des essais, pour des exercices, mais pas suffisamment grande pour accueillir ce type de tournage. Donc on va voir ailleurs, et notamment à la Victorine. Et puis, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, comme l'école a vocation à transférer une partie de ses activités et de ses programmes à Cannes, là pour le coup, en matière c'est un scoop de studio, vous pouvez le dire? Non, c'est pas un scoop, c'est pas un scoop, puisque ça fait maintenant près de 2 ans qu'on l'a annoncé, et dans un peu plus de 2 ans, enfin, ou dans 2 ans même exactement, nous y installerons en partie, puisque les étudiants de 2e et de 3e année y auront de très nombreux cours et des travaux dirigés. Et alors là, dans cette future enceinte, qui est en fait un nouveau pôle universitaire, voulu à la fois donc par l'université et par l'université Côte d'Azur, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par la ville de Cannes. Ce nouveau pôle universitaire dans le quartier de la Bastide Rouge va accueillir donc des formations dédiées à l'image et du son, dont la nôtre, et en termes d'équipement, on sera particulièrement gâtés. D'accord, c'est une fameuse réunion que j'étais aussi, je crois, avec M. Lisnard. Vous étiez lors du dernier festival de Cannes. Je vous ai dit bonjour, mais alors je savais qu'on s'était vu il n'y a pas longtemps. Vous êtes tellement à chaque fois occupé, non, c'est normal. Non, pas spécialement. Mais oui, j'étais à la réunion et c'est vrai que M. Lisnard en a parlé. Oui, il a parlé bien sûr de ce pôle, et puis il a parlé beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Il avait parlé certainement ce jour-là de Cannes Série, du festival de série, de Cannes Série Institute. Monsieur Lisnard, qui est un maire très dynamique et qui veut faire de sa ville du cinéma, qui veut faire de sa ville la ville du cinéma, pas seulement 15 jours par an, mais toute l'année, multiplie depuis quelques années les initiatives pour faire en sorte que dans le domaine de la production, mais aussi de la formation, la ville de Cannes acquiert une légitimité encore plus importante qu'aujourd'hui. Voilà. Bien sûr. Je sais qu'il a aussi à cœur de veiller à ce que ça soit complémentaire de ce que fait Nice. Nice fait beaucoup, a toujours fait beaucoup, et il sera intéressant de voir comment dans les années qui viennent ils parviendront à s'entendre pour faire en sorte que l'offre qu'on propose aux professionnels, mais aussi à des étudiants, soit la plus importante possible. Bien sûr.
Alors, chez vous, en moyenne, c'est 3 ans pour un élève, mais s'il veut continuer à aller plus loin, pour X raisons, il y a d'autres niveaux sûrement encore plus hauts. Vous voulez dire dans le domaine de la formation, continuer ses études. Il peut le faire, oui, justement. C'est l'intérêt d'avoir des diplômes visés ou des titres certifiés. Ils peuvent bénéficier d'équivalence, les étudiants, et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter poursuivre leurs études. Ils peuvent le faire au minimum au niveau de la 3e année de licence, mais même très souvent maintenant au niveau du master. Et l'intérêt d'une structure comme Université Côte d'Azur, c'est d'élargir aussi l'offre de formation et de proposer de nouvelles formations dans ces différents domaines qui vont voir le jour très bientôt, dès l'année prochaine pour certaines, d'autres en 2020, dont beaucoup d'ailleurs s'installeront sur le site dont je parlais à l'instant, la Bastide Rouge à Cannes, dans des domaines très, très spécifiques et qui intéressent beaucoup d'ailleurs nos élèves, celui de l'écriture, des écritures, dans le domaine de la production au sens large, dans le domaine du son, voilà. Donc il y a d'autres formations ailleurs, au niveau Bac+5, mais le fait que certaines voient le jour ici très prochainement, c'est très positif. Oui, parce qu'on a tendance à dire Paris, mais il y a une Côte d'Azur qui avance. Ouais, je le disais tout à l'heure, sur un plan professionnel, ça, il n'y a pas de doute. Ça, vraiment, les étudiants n'ont pas forcément besoin de monter à Paris pour travailler. Loin de là, même. Et le nombre de ceux qui restent ici, avant éventuellement d'aller voir ailleurs, est chaque année un peu plus important. Après, oui, sur un plan éducatif, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui voulaient continuer, aller plutôt voir ailleurs, mais ça va changer. Eh oui. En plus, on a le soleil, c'est très bien. Mais quand on entend, il y a 2 ans ou 3 ans, Woody Allen qui vient tourner, et il dit qu'il reviendra parce qu'il a été tellement heureux de la lumière et tout, ça prouve bien que la Côte d'Azur, avec tous les tournages qui viennent, comme vous disiez tout à l'heure, de plus en plus, on entend à chaque fois la même chose. La lumière est magnifique, c'est une des plus belles du monde, on entend le dire. Oui, ça, c'est des portes ouvertes, là, effectivement. Ces conditions naturelles exceptionnelles, cette lumière, n'a pas attiré d'ailleurs que des cinéastes. Oui, évidemment. Elle a attiré de nombreux artistes. La liste serait très longue. Des peintres qui sont pas contentés de finir leur vie ici, mais qui ont vécu une bonne partie de leur existence et dont la carrière a toujours pris un tour nouveau, exceptionnel, lors des années qu'ils ont pu passer sur la Côte d'Azur. Oui, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Oui, et puis sans compter les comédiens qui ont quand même des fois une seconde résidence ici. Il y en a beaucoup. Oui, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage important pour beaucoup de réalisateurs, de comédiens. Mais on ne dira pas les adresses. On ne donnera pas les adresses. D'ailleurs, je ne les connais pas forcément. Voilà. Quand on en a connaissance et qu'on peut profiter de la présence de tel ou tel professionnel à Nice ou dans les environs, on ne s'en prive pas. Alors, je viens d'entendre, vous allez quand même me donner votre avis, Monsieur Besson, ça va pas très bien avec son école du cinéma, il paraît, à Paris. Écoutez, alors là, franchement, joker. Vous ne le savez pas. Si, je le sais comme tout le monde, puisque entendu. l'école du cinéma Seine-Saint-Denis a fermé ses portes, je crois, la dernière rentrée. En tout cas, elle n'a pas ouvert cette année. Alors, est-ce que c'est une fermeture définitive? Je ne sais pas. Vous savez, c'est... Est-ce que c'est un beau programme pour vous, ce qu'il a fait? Mais je ne connais pas dans le détail ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément simple de créer et de faire vivre une école de cinéma. C'est certainement très compliqué de faire vivre une société de production. On n'est jamais sûr de la suite. Mais
diriger une école, c'est aussi un métier. Qui n'improvise pas. Pour qu'une école s'installe, fasse ses preuves, ça prend du temps. Voilà. Et je ne vise personne, et certainement pas, je ne me permettrai pas de... Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà. C'est ce que je dis souvent, il y en a souvent ceux qui rêvent le cinéma, mais ceux qui le fabriquent, c'est encore plus dur. Alors c'est bien, on va à un cinéma, on s'assoit, on voit un film, bien sûr que c'est magnifique, mais derrière, il y a un boulot de folie, quoi. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'on voit souvent sur des tournages, et vous le savez, vous l'avez déjà vous-même entendu sûrement, quand vous avez un figurant qui a eu une phrase dans un film, ou 2 phrases, et qui se dit, ça y est, je suis comédien, alors que il n'est pas passé vraiment par la case d'apprendre ce métier. C'est le gros souci du cinéma. Il y a ceux qui le rêvent, et il y a ceux qui le font. Et ça, justement, si aujourd'hui vous êtes là, c'est pour expliquer que, avant tout, c'est des formations, des stages et des années de travail. Oui, complètement. Alors, attention, on n'est pas forcément là non plus pour briser le rêve. Pas du tout. Ceux qui frappent à notre Il faut porte. être réaliste quand même. Mais pas non plus pour l'entretenir à tout prix. Voilà. On forme à des métiers. Et comme toute école, l'apprentissage, ça passe par l'acquisition de règles, de fondements, de ce qu'on appelle peut-être un peu pompeusement un langage cinématographique, aussi bien dans le domaine de l'écriture, de la mise en scène, de la technique. Enfin, il faut apprendre à parler cinéma, et ça passe par beaucoup de cours. Je ne vais pas les énumérer tous. Ça passe par un apprentissage pas seulement pratique, mais aussi, et notamment beaucoup en première et en deuxième année théorique, mais c'est indispensable. Avant que les étudiants affirment leur style, ils ont besoin d'acquérir un certain nombre de règles. Je dis souvent qu'en première année, on construit les murs. Voilà. Et puis un peu plus tard, dès la deuxième année, on s'occupera éventuellement de la décoration intérieure. Puis en troisième année, chacun va donner l'allure qu'il veut à sa maison, mais il viendrait l'idée de personne de s'occuper d'aménagement intérieur avant d'avoir bâti les murs. Merci de le dire. Il y a trop de gens qui s'improvisent ce métier, et moi je trouve que justement il faut qu'ils aient bien les pieds sur terre et qu'ils arrêtent quand même de rêver. On rêve au cinéma, à l'intérieur on travaille. C'est un travail, un vrai travail. Oui, mais évidemment que c'est un travail. C'est un travail qui formidable, avec des moments extraordinaires, mais aussi un certain nombre de contraintes, comme dans tout travail. Et c'est normal. Alors, le mot rêve, encore une fois, moi je tiens pas forcément. C'est qu'on parte du rêve. Le cinéma fait rêver, oui, ça part souvent de là, et c'est très bien. Après, effectivement, nos étudiants, ils passent à autre chose. Mais plus que le mot rêve, moi j'ai envie d'utiliser le mot émotion. Le cinéma doit procurer de l'émotion chez le spectateur. Et ça, je crois que ceux qui contribuent à ce que les films existent ne doivent jamais l'oublier. Vous allez entendre la BO de l'affaire Thomas Crown, composée par le grand Michel Legrand en 1968. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find
to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song, half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. La semaine prochaine, on reçoit Vince Rogers, archiviste du cinéma, qui a un savoir gigantesque sur le 7e art populaire, le cinéma de quartier, celui qui nous manque, celui d'Eddie Mitchell, à la sauce dernière séance. Il a des projets plein la malle. Il a aussi réalisé un premier documentaire qui se nomme The Real Rocking Movie Project, Le 2 est en cours. Il nous parle de la Côte d'Azur et de ses années folles et pleines d'insouciance, du cinéma, du rock'n'roll, du rockabilly. Mais là, nous ferons une émission sur le western avec son comparse de toujours, des amis depuis des années, musiciens tous les deux. Ils sont aussi d'ailleurs à l'origine d'un groupe qu'ils ont monté. On parlera western. La dernière séance qui nous manque vraiment, elle nous manque depuis des années. Eddie Mitchell nous manque pour cette émission, mais on va essayer de la remplacer. Ça va pas être facile. Merci à Monsieur Eddie quand même. Un très grand merci à vous public de suivre cette émission Écran Large tous les lundis soirs en direct de 21h à 22h, qui se veut surtout et avant tout un bon moment de détente pour faire briller les étoiles du 7e art du cinéma qui ne mourront jamais. Comme dirait Jean-Paul Belmondo, soyez sérieux, mais ne vous prenez pas au sérieux tout en étant un professionnel. Tiens, n'a-t-il pas joué ce rôle magnifique qui lui allait comme un gant? N'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, écranlarge.rcn@gmail.com. Merci à tous. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN.